Merci. On va continuer dans l'anténatal et je vais essayer de vous faire une mise au point sur la chirurgie anténatale du myéloméningocèle. Le myéloméningocèle, vous savez que c'est une malformation grave, mais qui est non létale à la naissance, puisqu'on trouve même dans les squelettes préhistoriques des adultes jeunes qui présentaient une hydrocéphalie associée à un myéloméningocèle. Et quand on regarde la mortalité actuelle dans nos pays développés, elle est de moins de 8% à 5 ans, ce qui veut dire que plus de 90% de ces enfants vont survivre. Et on a encore des diagnostics qui sont tardifs, c'est-à-dire qu'on devrait être capable de les faire de plus en plus tôt au cours de grossesse, mais ces diagnostics sont encore faits de manière tardive au deuxième, voire au troisième trimestre de grossesse. Et on a également la preuve de ces adultes qui vont naître avec des myéloméningocèles et survivre. Vous voyez dans ces statues océaniennes, où on retrouve les stigmates de ces anomalies de fermeture du tube neural. Alors, le traitement de base de ce myéloméningocèle est bien entendu la chirurgie, avec la libération de la plaque neurale et la fermeture cutanée. Mais on sait tous que cette chirurgie est une chirurgie qui est inutile sur le plan fonctionnel, puisqu'il n'existe jamais d'amélioration clinique après cette remise en place du tube neural. Et ce myéloméningocèle va donc entraîner un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes moteurs, des problèmes sphinctériens, la malformation de charnières avec des chiaries parfois extrêmement importants, l'hydrocéphalie et le corollaire de cette hydrocéphalie, le retard mental. Et si on essaye de voir un petit peu le pronostic à long terme chez l'adulte de ces malformations, vous savez que globalement, entre 30 et 55% de ces enfants finiront par marcher à l'âge adulte, avec une double atteinte, une atteinte primaire qui est liée à la malformation, une dégradation progressive dans le temps, qui sera liée au pronostic neurologique, mais aussi aux séquelles orthopédiques que vont présenter ces enfants tout au long de leur croissance. Et également, le second problème, si ce n'est le principal problème de ces myéloméningocèles, c'est bien entendu les troubles sphinctériens. Et si on veut rester honnête dans nos séries, pratiquement la totalité des enfants, même dans les formes les plus basses, auront d'une manière ou d'une autre des problèmes sphinctériens. Quant aux fonctions cognitives, même si le cerveau est normal dans la majorité des cas, un grand nombre de ces enfants auront un retard d'acquisition et de développement qui sera lié à la gravité de l'hydrocéphalie. Et finalement, si on essaye de regarder à l'âge adulte ce que va être la vie de ces myéloméningocèles, vous voyez que 40% d'entre eux n'auront pas une scolarisation normale avec une scolarisation institutionnalisée ou un retard plus supérieur à 2 ans, qu'à l'âge adulte, plus de 70% d'entre eux vont vivre chez leurs parents et seulement 15% ont une vie indépendante, que lorsqu'on regarde leur activité professionnelle, seulement 20% ont un travail normal et que plus de la moitié seront sans emploi, que 71% d'entre eux seront sans partenaire et que lorsqu'on regarde la fécondité, 4% des hommes et 22% des femmes auront des enfants seulement durant leur vie d'adulte. Et donc la problématique de tout ça est de savoir si cette situation est acceptable et si on peut y remédier. J'ai pris cette diapo à un de mes collègues, Elio Machado, qui travaille à l'unité de São Paulo. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a sur Terre plus de 2 millions de personnes qui ont cette famine cachée, qui est le déficit vitaminique et en acides minéraux essentiels. Et on estime que dans le monde, il y a environ 200 000 enfants qui vont naître avec des anomalies de fermeture du tube neural, dont 100 000 qui seront des myéloméningocèles, avec l'impact social majeur que vous connaissez lié à ces handicaps chez l'enfant. Alors, quelles sont les alternatives? Elles sont à l'heure actuelle au nombre de 3, qui sont l'interruption de grossesse, la prévention primaire par l'acide folique et la chirurgie anténatale. Alors, l'interruption de grossesse, là encore, elle est réalisée depuis la nuit des temps. Et à l'heure actuelle, elle est dépendante de nos lois nationales. Comme l'a dit Alexandra, en France, il n'y a aucune limitation à une interruption de grossesse pour raison médicale en cas de malformation extrêmement sévère. Dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, elle est autorisée jusqu'à la 20e, 24e ou 28e semaine. Mais par contre, elle reste totalement ou partiellement interdite dans beaucoup de pays dans le monde, en particulier en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Et cette interruption de grossesse reste en relation avec le désir des parents, avec la volonté des médecins qui vont la réaliser et avec les impacts considérables que vous connaissez, des pressions éthiques ou religieuses. Et si l'on essaye de regarder dans le monde ce qu'est cette interruption de grossesse, vous voyez qu'il y a une ligne nord-sud qui est extrêmement claire, avec en bleu et en vert les pays où elle est complètement autorisée ou autorisée de manière assez large, et puis en orange et en rouge les pays où elle est pratiquement complètement interdite, avec des pays où elle est même interdite, comme chez nos collègues chiliens, en cas de malformation sévère, en cas de viol ou même en cas de risque vital chez la mère. Et vous avez le corollaire de ça qui est lié à la mortalité
maternelle, vous retrouvez encore cette discordance nord-sud. Et si on essaie de la représenter volumétriquement sur ces modifications des cartes de géographie qui ne tiennent plus compte des surfaces mais des nombres, vous voyez qu'elle est surreprésentée en Afrique et en Inde. Et vous retrouvez la même chose pour la mortalité infantile, non seulement pour tout un tas de raisons, mais y compris pour ces malformations. Et là encore, vous retrouvez le corollaire, c'est-à-dire la pauvreté et la pauvreté du système de santé, puisque vous voyez que pratiquement 50 pays dans le monde dépensent moins de 20 dollars pour leurs dépenses de santé par an et par habitant, à côté de nos pays extrêmement riches, où 20 pays dans le monde dépensent plus de 1500 dollars par an et par habitant pour leurs dépenses de santé. Et donc finalement, si on essaye de revenir à cette interruption de grossesse pour myéloméningocèle, vous voyez que les 3 principales causes d'interruption de grossesse sont les anomalies du système nerveux, anencéphalie, encéphalocèle et myéloméningocèle. Et globalement en Europe, 78% des diagnostics anténataux de myéloméningocèle sont interrompus. Diagnostic qui est maintenant fait de manière extrêmement simple par les biomarqueurs et par les progrès de l'échographie, un petit peu comme on a vu tout à l'heure sur la hernie diaphragmatique. Et si on regardait nos chiffres parisiens sur le registre des malformations congénitales de Paris, vous voyez qu'avec le temps, on est proche des 100% de diagnostics anténataux, qu'on a une augmentation progressive parallèle, si ce n'est en toute fin, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'interruption de grossesse en cas de diagnostic fait, mais encore avec des grandes discordances dans le monde, ce qui rend les discussions thérapeutiques un peu compliquées à l'échelle internationale, puisque vous voyez, pour diagnostic fait, le taux d'interruption de grossesse est simplement de 25% aux États-Unis, alors que vous avez vu tout à l'heure qu'il était de 78% en Europe. Et donc, si vous regardez ce qui se passe en France, ça, c'est une série assez pure, puisque tous les myéloméningocèles de la région Île-de-France sont opérés aux enfants malades. Et vous voyez progressivement, et avec les progrès du diagnostic anténatal, c'est une pathologie qui a progressé dans nos services au point qu'il était devenu strictement impossible d'enseigner à nos internes, faute de nombre suffisant d'enfants pour pouvoir les traiter. Deuxième solution, on l'a vu tout à l'heure, la prévention primaire. La prévention primaire, elle se fait par l'acide folique. On sait qu'elle réduit de manière extrêmement importante le risque d'anomalie de fermeture du tube neural. L'adhésion est extrêmement variable selon les pays, en sachant qu'on est dans les pays industrialisés largement en retrait, qu'on est probablement le pays où cette prévention se fait le plus mal, qu'elle soit par supplémentation alimentaire ou vitaminique, alors qu'on sait que ça marche, que c'est efficace et qu'on a plus de 30 ans de recul maintenant sur ce traitement par acide folique. Ça, ce n'est pas pour lire le tableau, c'est simplement pour vous montrer que la plupart des pays ont mis en place une politique de prévention qui a été variable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus international sur la supplémentation alimentaire, comme par exemple aux États-Unis dans les cornflakes ou au Brésil dans la farine de manioc, ou d'autres pays qui ont préféré choisir une prévention médicamenteuse par la prise systématique d'acide folique. Et donc on en arrive à la troisième possibilité qui est la chirurgie anténatale. Alors pourquoi cette chirurgie anténatale? C'est parce qu'on a vu que cette prévention primaire et que l'interruption médicale de grossesse ne résolvaient pas la totalité des problèmes, que les résultats de la chirurgie postnatale, comme vous avez vu, restent extrêmement médiocres, mais qu'il reste à démontrer que les résultats de notre chirurgie anténatale sont meilleurs que ceux de la chirurgie postnatale, en sachant qu'il va falloir analyser et prendre en compte la mortalité et la morbidité maternelle, puisque qui dit chirurgie fœtale dit en fait chirurgie materno-fœtale, puisque l'agression commence par la mère avant d'arriver au fœtus, et que ceci impose donc une très stricte réflexion éthique, non seulement médicale, mais des sociétés, du couple, et même en intracouple, des différences de choix entre la mère et le père, ce qui arrive de manière extrêmement régulière. Et donc j'en reviens à ma courbe. Pourquoi finalement on se repose cette question? Pourquoi on se repose cette question sur le plan national? Donc vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur la disparition progressive du myéloméningocèle. Et en fait, on a eu la surprise au cours des dernières années de voir une réapparition de myéloméningocèle à terme, non pas parce que le diagnostic n'était pas fait, mais parce que nos comportements, en particulier religieux et éthiques, ont changé, et que de plus en plus de couples ont le désir de poursuivre la grossesse, même en cas de malformation aussi grave que peut être le myéloméningocèle, ce qui nous refait nous poser des problèmes sur la prise en charge anténatale. Alors pour faire ce traitement anténatal, il faut bien entendu la certitude du diagnostic en anténatal, il faut être certain que la mortalité et la morbidité néonatale est sévère chez ces enfants, il faut être capable de reconnaître, comme l'a dit Alexandra, les formes à mauvais pronostic et être certain de la progressivité de l'aggravation in utero chez ces enfants.
Et en fait, si on s'intéresse au myéloméningocèle, c'est une forme un petit peu à part dans tout ce qui se fait en chirurgie anténatale, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une maladie qui est non létale, que le pronostic anténatal est difficile et qu'on n'a pas de marqueur anténatal qui permettent de différencier les formes sévères et des formes simples, qu'on va mettre en jeu le pronostic maternel, puisque ça ne peut se faire que sous anesthésie générale avec les techniques actuelles, avec une hystérotomie et la nécessité de traitement maternel jusqu'à l'accouchement. Et d'autre part, on a un traitement un petit peu particulier, puisqu'en fait, on ne traite pas les conséquences de la malformation, mais on essaye de traiter directement la cause, avec un espoir d'amélioration ou de régression de cette malformation. Et ça, c'est basé sur la théorie de la double lésion, avec la malformation génétique qui provoque l'anomalie, et puis progressivement en cours de grossesse, l'aggravation qui est liée à la fuite de liquide céphalorachidien, et en les fermant précocement, on espère diminuer la fréquence de chiarie, d'hydrocéphalie et d'index de développement, de quotient intellectuel. Et d'autre part, il a été montré la toxicité du liquide amniotique sur le tube neural, et en tentant de protéger ce tube neural par la fermeture, de protéger la moelle et les racines, et donc de diminuer les troubles moteurs et les troubles sphinctériens chez ces enfants. Alors, ce n'est pas une histoire tout à fait nouvelle, elle a démarré il y a pratiquement 20 ans, par fétoscopie, par suture et patch, en particulier par les équipes de Vanderbilt, puis ensuite par une chirurgie à ciel ouvert, avec ou sans critères d'inclusion. Le principe de la chirurgie endoscopique étant de réaliser un échange amniotique et d'avoir 3 trocars, un pour le fibroscope, 2 pour les canaux opérateurs, avec la fermeture, la libération de la plaque, la fermeture et d'une manière ou d'une autre, la protection du tube neural du liquide amniotique. La chirurgie à ciel ouvert se faisant par hystérotomie et de manière assez superposable à la chirurgie postnatale, la dissection, la fermeture, puis la fermeture de l'hystérotomie sous monitoring fœtal. Beaucoup d'équipes ont travaillé là-dessus, il y a eu beaucoup de publications, et finalement, devant la médiocrité ou la difficulté à raisonner les résultats, et le faible nombre de séries suffisamment importantes pour interprétation, il a été décidé pratiquement partout dans le monde, en tout cas dans l'hémisphère nord, que vous avez vu où l'interruption de grossesse était assez simplement réalisée, de réaliser un moratoire, non seulement chez nous, mais dans la plupart des pays d'Europe. Et c'est donc une technique qui a été mise en veille, puisque parallèlement, il a été décidé que 3 équipes américaines, à Philadelphie, à Memphis et à San Francisco, démarraient une étude prospective randomisée sur chirurgie anténatale versus chirurgie postnatale du myéloméningocèle. Étude qui a été plus longue que prévu par des problèmes d'inclusion et qui s'est terminée à la fin de l'année dernière et qui était publiée dans New England avec son supplément dans Internet au printemps de cette année. 200 patients devaient être inclus. La randomisation chirurgie intra-utérine, chirurgie postnatale, des femmes majeures, grossesse non multiple sans malformation, des myéloméningocèles moyens, c'est-à-dire en gros lombaires, avec un Chiari, avant la 26e semaine de grossesse, et chez des femmes non obèses, et avec des résultats à 1 an sur un score composite qui tenait compte de la mortalité et de l'hydrocéphalie, et à 30 mois sur le développement et la motricité, avec un enregistrement des effets indésirables chez la mère et chez l'enfant. Et cette étude, elle a été stoppée à la fin de l'année dernière, alors que 183 femmes avaient été incluses, du fait de la différence entre les 2 bras, puisqu'il était considéré qu'il n'était plus éthique de continuer devant l'excellente qualité des résultats. Résultats qui montraient la diminution d'enfants hydrocéphales qui nécessitaient une dérivation, l'amélioration du score composite qui tenait compte du shunt et de la mortalité, comme je vous l'ai dit, et puis l'amélioration des critères secondaires de jugement, une réduction du Chiari, une amélioration de la marche, mais avec comme point noir une grande augmentation de la prématurité, on a déjà vu ça tout à l'heure dans les hernies de coupole, et une certaine morbidité maternelle. La technique était celle que je vous avais montrée, c'est-à-dire une technique à utérus ouvert avec hystérotomie et une fermeture traditionnelle du myéloméningocèle. Et si vous regardez les résultats, les principaux résultats sont là, c'est-à-dire une diminution, une réduction du nombre de dérivations de 82 à 40% qui est significative, une réduction d'apparition de Chiari qui est elle aussi significative, et puis si vous continuez, par contre, une mortalité qui est identique dans les 2 bras pour des choses un petit peu indépendantes de la pathologie, et l'élément péjoratif qui est la différence d'âge gestationnel. Vous voyez 34 en prénatal, 37 en post-natal, avec surtout 13% des enfants qui naissaient
avant la 30e semaine avec les problèmes liés à cette prématurité importante. Si vous regardez les résultats donc, discutés, il y avait l'amélioration de la dérivation. Gros problème, si on prend nos chiffres en Europe, en particulier dans nos deux plus grands services européens, c'est-à-dire aux enfants malades et à Great Ormond Street à Londres, on avait déjà des chiffres en postnato qui étaient des chiffres qui étaient identiques aux chiffres américains sur la série anténatale, et donc une vraie discussion sur l'interprétation de ces chiffres. La même chose sur les Chiari, avec un très faible nombre de Chiari opérés, contrairement aux séries nord-américaines. Et finalement, si on regarde les chiffres, des chiffres qui étaient plus impressionnants, c'était la significativité du score moteur chez ces enfants, avec, si l'on regarde globalement, lorsqu'on les opère en anténatal, un niveau supérieur lésionnel qui remontait de 2 étages par rapport aux enfants qui étaient opérés en postnatal. Et vous voyez un beaucoup plus grand nombre d'enfants capables de marcher, soit de manière indépendante, soit à l'aide d'orthèses. Et donc, si on essaye de résumer les résultats, moins d'hydrocéphalie, meilleure survenue intellectuelle et amélioration qui paraît claire au niveau de la marche, mais avec, je vous l'ai dit pour l'enfant, la principale complication qui était la grande prématurité, et chez la mère, des hémorragies placentaires, des œdèmes pulmonaires extrêmement sévères qui étaient liés à la nécessité de la tocolyse jusqu'à l'accouchement, et puis 30% des licences utérines ou de rupture. Et donc, malgré le fait que ce soit un essai randomisé extrêmement bien réalisé, est-ce que ces résultats étaient vraiment indiscutables? On l'a vu pour les chintes, il y a une vraie question sur la motricité des membres inférieurs. Et quid de la morbidité maternelle? Est-ce qu'elle est vraiment acceptable par rapport au traitement actuel? Et est-ce qu'il était possible de transposer cet essai partout dans le monde en connaissant les disparités dont je vous ai parlé sur Terre? Et le problème, c'est qu'on a été pris de vitesse relativement rapidement par les médias, puisque le jour, et même avant que l'article soit publié dans le New England, ça a été publié dans la plupart des grands journaux nationaux. Au niveau des télévisions, les patients ont été immédiatement informés. Et dès à présent, au niveau de nos consultations anténatales, c'est un sujet qu'on est amené à discuter régulièrement, avec une vraie difficulté d'informer les couples, et un vrai risque de réduire encore le nombre d'interruptions de grossesse et d'augmenter le nombre d'enfants qui vont naître avec ces malformations. Et donc, quand on regarde ce qui a été décidé au niveau national par nos sociétés savantes, on a décidé, pour l'instant, de maintenir le moratoire, de démarrer une recherche expérimentale et un groupe de réflexion qu'on est en train de conduire sur cette chirurgie anténatale, avec comme double idée de réduire la mortalité maternelle et de développer la broche endoscopie qui serait peut-être moins délétère pour la mère. Il y a beaucoup de modèles animaux. Le meilleur reste la brebis, comme souvent en recherche en chirurgie anténatale, par la création d'un défect, puisqu'il n'y a pas de modèle naturel in utero, par la réalisation d'un défect qui a provoqué une paraplégie, une incontinence, mais pas d'hydrocéphalie. C'est un travail qu'on a débuté à l'école de médecine du Fer à Moulins avec Charles Garabédian, Jean-Marie Joannick, qui sont obstétriciens à Trousseau, Federico Di Rocco, qui travaille avec moi aux enfants malades, et Catherine Fallet, qui est neuropathologiste et phétopathologiste à Sainte-Anne. Et donc, la technique se fait à utérus ouvert, avec la sortie du pôle caudal de l'embryon, repéré précédemment par endoscopie, et puis la réalisation d'un défect identique à celui d'un myéloméningocèle, vous voyez, avec une ouverture cutanée extrêmement large, l'ablation des muscles, l'ouverture osseuse, et l'ouverture de la dure mère et la libération de la petite moelle épinière, ça fait à peu près 1 mm pour vous donner une échelle, la libération de la moelle épinière sur laquelle on va faire une petite lésion pour essayer de reproduire cette malformation. Si on regarde les résultats, ce qu'on sait sur la plupart des modèles animaux, c'est qu'on va reproduire la paraplégie, on va reproduire le Chiari, on va reproduire les troubles sphinctériens. Le problème dans notre étude expérimentale à l'heure actuelle, c'est qu'on va reproduire les troubles médulaires, mais que par contre, il existe, comme on sait chez l'embryon, des processus de cicatrisation spontanée qui vont tarir la fuite et fermer la communication entre le liquide amniotique et la moelle, même si la lésion médulaire va remonter vers le haut et va s'étendre au-dessus, avec une raréfaction musculaire témoin de la paraplégie et des anomalies cérébrales identiques à la malformation de Chiari. L'idée étant de réparer ces embryons à 102 jours par endoscopie et de juger de la réduction de la paraplégie et de l'altération sphinctérienne qui a déjà été démontrée par certaines équipes
L'idée étant de supprimer cette toxicité du liquide amniotique vis-à-vis de la plaque neurale et d'analyser toutes les différentes techniques et les biomatériaux que l'on va pouvoir utiliser pour isoler cette plaque neurale, puisque, comme je vous ai dit, il n'existe pas de modèle animal spontané et cette chirurgie va poser des problèmes d'accessibilité chirurgicale et la nécessité de suivi prolongé, ce qui est toujours difficile en postnatal chez ces jeunes embryons qui vont naître à moyen et à long terme. Et de savoir, puisque le modèle est un modèle induit et non pas un modèle génétique, est-ce qu'on va pouvoir transposer nos résultats? Et quid de l'hydrocéphalie et du chiari, l'hydrocéphalie n'existant pas chez le moudou. Alors, pour terminer, quelle a été l'attitude un petit peu partout dans le monde? Pour une de nos dernières réunions de la Société de langue française de neurochirurgie, j'ai envoyé un questionnaire à mes collègues dans le monde en essayant de faire le point sur ce qui se passe à la suite de cette étude dans la plupart des pays. J'ai obtenu un certain nombre de réponses à peu près partout dans le monde et la fréquence des réponses est globalement correspond à la fréquence des neurochirurgiens répartis dans le monde avec cet énorme désert que reste la neurochirurgie pédiatrique en Afrique, même si la majorité des enfants se trouvent à ce niveau-là et que les besoins sont extrêmement importants. Première question, quelle est votre opinion sur la chirurgie anténatale du myéloméningocèle au vu de l'étude qui vient de se réaliser? Si on regarde les résultats, finalement, malgré la qualité de l'étude, peu de neurochirurgiens sont complètement convaincus. Peu de neurochirurgiens vont commencer à réaliser cette chirurgie avec à la fois une non-conviction qui est liée au risque chez l'enfant et au risque maternel. Seconde question, est-ce que finalement d'autres pays sont arrivés à un consensus par rapport au consensus que l'on a chez nous? Là encore, si vous regardez, peu de pays, pour l'instant, ont admis complètement les résultats du MOMS et ont démarré des programmes ou vont démarrer des programmes. Cette troisième ligne est liée au Canada, qui a pris la décision de prendre en charge les femmes aux États-Unis sans qu'aucune chirurgie de ce type-là soit réalisée au Canada. Les pays à l'heure actuelle sur lesquels les programmes ont démarré sont les États-Unis, l'Argentine, le Brésil et la Pologne. La question sur l'endoscopie et le bénéfice de l'endoscopie sur ce type de chirurgie, vous voyez que globalement les gens ne savent pas trop, c'est-à-dire qu'il y a oui-non de manière à peu près identique, et un consensus extrêmement mou en attente des résultats d'essais. Et la dernière question, c'est finalement, depuis cet essai, qu'est-ce qui s'est fait dans le monde? Et globalement, un certain nombre de pays ont commencé. La Suisse, qui a fait 2 cas jusqu'à maintenant, l'Argentine et la Pologne, qui ont fait une dizaine de cas, et puis le Brésil, la Turquie, l'Allemagne et les États-Unis, où c'est parti de manière extrêmement importante, en sachant qu'en Allemagne, les décisions des sociétés savantes ont été de ne pas faire, et qu'un centre a dérogé à cette décision nationale, et a démarré par soi-même un programme extrêmement actif de chirurgie anténatale sur le myéloméningocèle. Et donc, en conclusion, on est, pour l'instant, on va dire, très en attente et très hésitant pour les problèmes que je vous ai montrés, qu'on a un grand essai multicentrique parfaitement bien conduit, inattaquable sur sa méthodologie, mais qui pose des problèmes sur ses critères de jugement, qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas simplement une chirurgie fœtale, mais une chirurgie materno-fœtale et qu'il faut ne pas oublier de prendre en compte les risques chez la mère. Et on est clairement sur cette chirurgie anténatale, en tout cas en neurochirurgie à la croisée des chemins, avec autour de nous une pression sociale et médiatique, et que clairement les réponses ne seront pas univoques et qu'elles vont varier selon les conditions économiques, sociales, éthiques et religieuses dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Zera, de ce très très intéressant exposé. Je pourrais poser une question. Vous avez une diapositive au début qui montre un changement d'opinion dans l'opinion publique. Vous avez dit ça. On peut revoir cette diapositive parce que c'est considérable. Et vous avez été un peu discret sur les causes de ce changement. Je vais vous montrer. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'il y a quand même je pense que c'est un poids humain. C'est celle-là dont vous parlez? La suite. C'est celle-là, oui. Voilà. Que se passe-t-il? Alors, clairement, quand on essaye d'analyser... Alors, encore une fois, ça ne sont que des diagnostics anténataux faits. C'est-à-dire que sur ces 5 ans, il y a 2 formes sur lesquelles le diagnostic anténatal n'a pas été fait. C'est pour la quasi-totalité de ces couples, c'est des couples que j'ai vus en consultation anténatale, donc qui étaient parfaitement informés du risque évolutif et de la gravité de ces malformations. Et si on regarde globalement ce que sont ces couples, il y a 80% qui sont de confession musulmane,
10% qui sont de confession catholique un petit peu extrême, et 10% qui sont, on va dire, verts, avec une opposition complète à tout ce que peut proposer la médecine. Parce qu'il y a un poids humain d'abord pour leurs enfants, clairement. Pour leur famille, parce que les autres enfants, c'est terrible, et un poids économique aussi. Moi, la première chose de mon discours en anténatal, c'est de dire aux familles que ces enfants ne vont pas mourir à la naissance. Et que donc le choix, il est entre l'interruption de grossesse et la prise en charge chirurgicale postnatale chez des enfants qui vont vivre avec des handicaps qui sont extrêmement sévères. Donc les choses sont annoncées clairement dès le départ. C'est des décisions qui sont prises en connaissance de cause parce que c'est des couples qu'on voit plusieurs fois, non seulement moi, mais mes collègues obstétriciens qui sont parfaitement informés, avec malheureusement un certain nombre de couples qui vont jusqu'à la naissance et des enfants qui peuvent être abandonnés, ça arrive encore de manière régulière, et qui vont être dans les pouponnières comme vous connaissez. Donc c'est un vrai problème qui est réapparu il y a 6 ans et qui pose des problèmes extrêmement sévères sur le handicap que présentent ces enfants. Quelque chose en termes de chirurgie pédiatrique, c'est que ces comportements sont vus, enfin nous, en chirurgie pédiatrique viscérale et probablement également en orthopédie, de plus en plus il y a un refus effectivement d'interruption médicale de grossesse, ou un non-souhait, disons, pour utiliser une terminologie plus juridique, pas de souhait d'interruption médicale de grossesse. Je vais vous présenter un cas d'omphalocèle tout à fait important, et vous verrez que ce sont des enfants souvent polymalformés dont les parents refusent d'envisager une interruption de grossesse. C'est un phénomène culturel qui est très général. Je vais tout de suite passer la parole J'avais un mot à passer à l'intervenant. Allez-y, je vous en prie. Je tiens d'abord à féliciter Michel Zéra et son équipe pour cette excellente revue d'un problème qui est loin d'être résolu, car malgré la prévention, la possibilité d'un diagnostic précoce, la meilleure prise en charge post-chirurgicale, la mortalité reste relativement lourde, peut-être pas en France, mais dans beaucoup de pays. Il est sûr que le problème a été transformé par la possibilité d'un diagnostic précoce. Tu avais insisté, avec en particulier l'échographie, l'IRM, la myosynthèse éventuellement. Actuellement, on peut dire qu'on peut faire le diagnostic de façon précoce, pratiquement à la 18e semaine de gestation. Et qu'à ce moment-là se pose le problème évoqué avec nos moyens actuels, c'est-à-dire soit de l'interruption de grossesse, soit du retour, pas du retour, mais de la persistance des techniques habituelles. Alors il est certain que la révolution, s'il en est une, est celle de la possibilité d'une chirurgie anténatale. Comme tu l'as rappelé, il y a eu des techniques très anciennes, mais qui datent de 15 ans, avec des résultats plutôt mauvais qui ont été abandonnés. La seule étude que tu as largement évoquée, importante, c'est celle des États-Unis, qui a été publiée en 2011 et qui porte sur près de 200 patients. Elle est tout à fait remarquable, mais je serais peut-être moins optimiste sur l'analyse complète. D'abord parce que les critères d'inclusion n'ont pas été tout à fait les mêmes dans les différents centres, en particulier certains prenant en compte l'existence ou non d'une hydrocéphalie, prenant en compte en particulier aussi l'état de la mère, en particulier l'obésité, qui est un facteur très péjoratif. Il paraît hors de doute dans cette étude que s'il y a un élément qui a été transformé, c'est la disparition, en tout cas la diminution forte de l'hydrocéphalie, probablement par la diminution de la malformation de Chiari. Il est déjà moins certain que sur le plan locomoteur, on a une transformation complète de ce qu'on pouvait espérer. Mais par contre, il y a d'autres éléments qui ne semblent pas améliorer. Les troubles sphinctériens urinaires, qui sont plutôt parfois même aggravés d'après certains auteurs, et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer, c'est les fonctions intellectuelles, et l'aspect cognitif de ces enfants à partir de la fin de la première année. Donc, si cette étude est tout à fait passionnante et bien entendu mérite d'être poursuivie sous d'autres formes, je pense que je rejoindrai un peu les conclusions de l'enquête que tu as fait faire, c'est-à-dire qu'actuellement on n'est pas parfaitement convaincu de l'intérêt de la chirurgie anténatale dans le spina bifida. Alors la question qu'on peut poser, est-ce que
si les techniques s'améliorent, on peut espérer des résultats meilleurs, et en particulier, est-ce qu'il n'existe pas déjà au préalable, si je puis dire, des lésions du système nerveux, microgyrie par exemple, lésions du corps calleux, qui font que le bénéfice à long terme ne sera pas forcément bouleversé. Mais je crois que l'idée de faire des études randomisées est indispensable. J'ai essayé de répondre vite. Sur ces enfants qui ont des malformations cérébrales, clairement non. Sur le problème de la poursuite des études et le problème qu'on a nous à l'heure actuelle, chaque fois qu'une technique innovante apparaît, ce n'est pas un problème spécifique à ça, c'est la course de vitesse entre les preuves scientifiques réelles et le poids des médias. C'est-à-dire qu'on a une pression derrière nous qui nous pousse à faire cette chirurgie. On est techniquement capable de la faire, mais je crois qu'il y a un danger à ouvrir les vannes à l'heure actuelle et qu'il faut qu'on arrive à rester cohérent sur ce qu'on fait, qu'on ait des consensus au moins nationaux et qu'on arrive à travailler dans des petits centres de référence, comme a montré Alexandra. Plus on en fait, meilleur on est. Il est hors de question que tout le monde puisse faire ce type de chirurgie. Mais le vrai danger, c'est ce qui se passe en ce moment en Allemagne, c'est que même quand on a un consensus national, il suffit que quelqu'un dans un coin se dise « moi je sais faire », et il y a un effet d'aspiration qui fait que tous les patients y vont, et qu'ensuite c'est extrêmement compliqué de faire marche arrière. Et on est vraiment à la croisée des chemins pour plusieurs techniques anténatales, mais en particulier sur celle-là. C'est la même chose pour le traitement de l'hydrocéphalie. On est capable maintenant de traiter l'hydrocéphalie en anténatal. On a montré il y a 20 ans que ça ne servait à rien. Il y a une modification des techniques. Est-ce qu'on doit affiner nos indications et recommencer à traiter, en particulier par endoscopie, un certain type d'hydrocéphalie en anténatal? On sait le faire. Moi, je l'ai déjà réalisé sur des formes extrêmement précises. Mais là encore, il ne faut pas ouvrir les vannes parce qu'on va faire des bêtises. Je crois qu'il faut que nous passions au sujet suivant parce que nous n'allons jamais avoir le temps de finir ce programme qui est bien chargé. Merci Michel. Je passe la parole à Raphaël.